Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours entourée de Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques, Julie Laernous, conseillère municipale de la ville de Nantes, Europe Écologie Les Verts, et puis Tristan Lecomte qui nous a rejoint, fondateur de la marque Pure Project, une société qui accompagne les grands groupes désireux de reboiser les forêts pour compenser leurs émissions de CO2. Alors avec l'accord de Paris, le climat est donc à l'agenda des grandes puissances mondiales. Pour autant, des deux côtés de l'Atlantique, le thème est quasiment absent des campagnes électorales lorsqu'il n'est pas sérieusement écorné. Écoutez. Donald pense que le changement climatique est un canular inventé par les Chinois. Moi, je pense que c'est bien réel. C'est pas ce que je dis. Elle parle de panneaux solaires. Nous avons investi dans le solaire et cela a été un désastre. Nous avons perdu beaucoup d'argent. L'administration Obama ne cache pas son désir d'en finir avec l'industrie du charbon et ils y sont presque complètement parvenus. Ils abusent de leur pouvoir exécutif pour nous mettre à genoux. S'ils arrivent à faire appliquer leur plan pour une énergie propre, alors on sera enterré. Je ne regrette pas ta nomination. Et le Grenelle de l'environnement, non? Je ne suis pas sûr de le refaire, mais je ne regrette pas ta nomination. Il n'aura pas l'occasion. Bon. Mais pour le Grenelle de l'environnement, on aurait aimé savoir. Bon, quand même. Tristan Lecomte, ça n'est pas très encourageant tout cela. Non, c'est un peu navrant même, parce que pour moi, remettre en cause le réchauffement climatique, c'est un crime contre l'intelligence humaine. Mais est-ce qu'il y a un risque de remettre en cause les engagements de Paris qui ne sont pas contraignants? Est-ce qu'il y a un risque que tout cela, finalement, parte en fumée? Oui, et puis le problème aussi, c'est l'impact que ça a sur le public. J'ai eu le chiffre comme quoi il y a uniquement 571 Français l'an dernier qui ont compensé leur empreinte carbone sur 60 millions, donc ça fait 1 sur 100 000. Donc c'est pas uniquement d'ailleurs les dirigeants politiques qu'il faut montrer du doigt, mais c'est chacun de nous qui devons prendre conscience de l'urgence d'agir, parce qu'aujourd'hui les dérèglements climatiques, on peut les observer dans notre vie de tous les jours. Nous-mêmes, on travaille partout dans le monde, et que ce soit en Colombie, en Thaïlande ou en Éthiopie, on voit les conséquences directes des dérèglements climatiques, des phénomènes de tempête, de dérèglements de plus en plus exacerbés qui ont des conséquences directes sur des cultures agricoles, par exemple, et on ne fait rien. La première fois qu'on a parlé des dérèglements climatiques, c'était en 1958, ça fait plus de 50 ans, et on n'a toujours rien fait. Alors on pointe du doigt les gouvernements, bien sûr ces dirigeants politiques sont complètement stupides et complètement incohérents. Enfin, quand on voit Nicolas Sarkozy, c'est lui-même qui avait lancé le Grenelle de l'environnement, aujourd'hui il devient climato-sceptique, c'est navrant. Et il y a un élément aussi important, je pense, c'est qu'on retombe dans cette idée que l'écologie, c'est l'ennemi de l'économie ou des humains. L'écologie, c'est pas fait pour protéger les petits oiseaux au détriment des humains. L'écologie, c'est la nature qui se défend, et c'est nous la nature. Nous mangeons, nous respirons la nature. Donc l'écologie, c'est la condition de la vie sur Terre à long terme. Et c'est pour ça qu'il faut s'engager. Je pense qu'il y a un gros malentendu, et il faut arrêter d'opposer l'environnement à l'homme. L'homme est la nature, et il faut le préserver. Et le climat en fait partie. Julie Laernous, vous êtes d'accord avec le fait que le changement, il peut aussi venir de la base? Tout à fait. Les politiques, Je pense que la base va d'ailleurs plus vite que les politiques. Il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui. C'est plutôt encourageant. Il y a une certaine volonté politique, mais quand on regarde les engagements de l'État français au niveau international qui vont dans le sens de l'histoire et dans le sens du bon sens, j'ai envie de dire, et du climat, mais au niveau national, cela peine à se concrétiser dans sa stratégie énergétique, mais également dans le fait que les collectivités territoriales, qui sont celles qui peuvent mettre en œuvre concrètement la transition énergétique, on leur enlève des moyens plutôt que de leur en donner pour justement concrètement agir en faveur de la transition énergétique. Guillaume Duval, la France n'est pas un bon élève en matière de transition énergétique. On voit que le thème aussi est absent de la campagne. On a fait quelque chose avec l'accord de Paris qui n'était pas donné, mais à part ça, effectivement, par rapport aux objectifs que la France a acceptés toute seule en 2008 pour 2020, on est le pays d'Europe qui est le plus en retard sur ses objectifs en termes d'énergie renouvelable. On a mis plein de barrières au développement de l'éolien, on a fait relativement peu de choses pour le développement du solaire photovoltaïque. Donc on est très en retard sur tout ça, mais ce qui est plus grave aussi, c'est que ce n'est pas seulement la France, c'est l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire que l'an dernier, on a investi 2 fois moins en Europe qu'en 2011 dans les énergies renouvelables à cause justement des politiques d'austérité. Si vous voulez, la première chose qu'on arrête quand il y a des politiques d'austérité, c'est en fait les investissements pour le futur. Donc la première chose qu'on a arrêtée, c'est la transition énergétique. Donc l'Europe, qui était très en avance par rapport aux autres régions du monde sur cette question-là il y a 10 ans, se retrouve aujourd'hui à la traîne des Américains et des Chinois. C'est surtout en Chine
enfin vous y reviendrez peut-être, mais il y a eu un record qui a été battu l'an dernier d'investissement dans le renouvelable. C'est beaucoup parce que la Chine investit désormais 2 fois plus. Je vois qu'il y a eu d'autres priorités qui sont arrivées au niveau européen, au niveau français. On pense notamment à la sécurité. Réduire l'endettement public, réduire les déficits publics. L'austérité, certes, mais aussi la sécurité, par exemple. La dette publique, si on réussit à la réduire maintenant, ça n'aura aucun sens dans 20 ans si on est mort parce qu'il y a le changement climatique et qu'on n'a rien fait pour le combattre. Hein. C'est vraiment du court-termisme de vouloir réduire la dette publique plutôt que d'agir contre le changement climatique. Tristan Lecomte, on sait que les villes, elles sont au cœur des climats. Je voudrais donner quelques chiffres. Avec 54% de la population mondiale, ça représente 70% des émissions de gaz à effet de serre. Comment les rendre renouvelables, ces villes ? Le gros enjeu, c'est l'énergie, réduire sa consommation d'énergie et donner accès aux villes à des sources d'énergie renouvelables, parce que c'est ça l'enjeu principal. La mobilité aussi. Et puis, je pense, tout ce qui est sur la consommation. Il faut savoir que, par exemple, la consommation alimentaire, en particulier la consommation de produits carnés, de viande, c'est ce qui a le plus d'impact, par exemple, sur la forêt. C'est 60% à 70% des causes de la déforestation et 90% des causes de la déforestation en Amazonie. Donc, une manière très simple d'agir pour réduire son empreinte climatique. C'est d'arrêter de manger de la viande. En particulier le bœuf, oui. C'est quelque chose qu'on dit très peu. On vous dit, par exemple, réduisez votre temps dans la douche, etc. Mais un steak, c'est à peu près 4000 litres d'eau. Donc, c'est des mois et des mois de douche, peut-être. Il y a en fait un manque d'information, je pense, des citoyens sur les manières d'agir de manière très concrète, parce qu'il y a aussi beaucoup de lobbies, en particulier par rapport à la viande. L'agrobusiness, voilà, qui empêche de prendre les bonnes décisions. Mais en fait, il y a des moyens très simples d'agir à titre individuel, et puis aussi au niveau des entreprises, par exemple. C'est le cœur de notre activité, nous, d'accompagner les entreprises dans cette transition, parce qu'en fait, toutes ces propositions de transition, c'est pour le propre bénéfice de l'entreprise. Moins émettre, c'est en fait faire des économies d'énergie, donc c'est gagner de l'argent, plus d'argent, ce qui est un objectif de l'entreprise. C'est consommer mieux, c'est renouer aussi avec ses valeurs. On n'a pas envie finalement de consommer de la viande si on sait qu'elle est à l'origine de la déforestation, si l'animal a été nourri à 80% avec des produits OGM. Donc il y a la nécessité d'informer les gens avec des journaux, par exemple, comme Alternative économique. Un travail de sensibilisation à faire, d'éducation et d'expliquer que c'est vraiment pour le bénéfice de tous. Agir pour le climat, agir pour l'environnement, c'est pour notre bénéfice à tous. Il y a une autre urgence, pour revenir aux engagements de Paris de l'an dernier, c'est cette urgence climatique pour les pays pauvres. Pendant ce temps, on sait que la planète, elle continue de se réchauffer. 2015 a été l'année la plus chaude. 2016 est même parti pour être encore bien pire. Les pays pauvres, ce sont, vous allez le voir, les moins responsables de ce réchauffement climatique et finalement les premières victimes. Sécheresse, famine, migration, conflits, les conséquences sont très lourdes et leurs besoins en infrastructure ou en eau potable sont énormes. À Paris, les pays riches se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour les aider à réduire leurs émissions et adapter leur impact au réchauffement. Guillaume Duval, 100 milliards, on est loin des 1000 milliards dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est suffisant ? 100 milliards, on a déjà du mal à y arriver, mais c'est quand même une grosse partie du différentiel qu'il y a entre les investissements verts et des investissements traditionnels. Hein. Donc c'est pas négligeable et ça permet effectivement un effet de levier important, d'autant que derrière ces 100 milliards, si c'est des 100 milliards publics, d'argent public, on peut mobiliser plus aisément aussi des fonds privés si on arrive à mobiliser ces 100 milliards. C'est pas donné parce que on n'a pas encore réussi à le faire et ça reste un des enjeux principaux à la fois de la COP22 et de ce qui va suivre dans les prochaines années, parce qu'on n'y arrive pas pour l'instant. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'interrogez pour revenir un instant sur les États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre pour les États-Unis, c'est que c'est un État fédéral. Et c'est très important pour le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire que même si M. Trump gagnait par malheur la semaine prochaine, il n'est pas sûr qu'il arrive à arrêter le mouvement qui est très fort aux États-Unis, dans un certain nombre d'États en particulier. La Californie notamment a pris des mesures très violentes, très fortes pour réduire ses propres émissions. Alors que les États-Unis est le deuxième pollueur mondial. Oui, et donc je crois que les États-Unis peuvent rester à bord quoi qu'il arrive. Et c'est important de le comprendre. Monsieur le président des États-Unis, il a un rôle évidemment important à l'échelle internationale, mondiale, etc. Mais ce n'est pas lui qui fait la politique des États-Unis dans leur ensemble. Hein. D'accord. Mais ils peuvent effectivement se retirer du jeu.
Je crois qu'ils ne pourront pas. Même si M. Trump le voulait, la pression sociale aux États-Unis et la pression internationale est tellement forte aujourd'hui qu'il n'y arriverait pas. Julia Lernoux, j'aimerais vous entendre. Finalement, on a l'impression que tout reste à faire à Marrakech. Tout reste à faire, les objectifs, enfin tout reste pas à faire, mais en fait la concrétisation de l'action, il y a un certain nombre, la COP21 donnait des signaux pour passer à l'action, mais aujourd'hui on voit que les contributions volontaires des États ne suffisent pas, et c'est le rapport de l'ONU qui le redit aujourd'hui, ne suffisent pas à atteindre les objectifs qu'on s'est collectivement fixés. Et puis aujourd'hui, dans la mise en œuvre, comment on met en œuvre concrètement cette transition énergétique? Il y a un certain nombre de leviers de financement qu'il faut réorienter. Par exemple, la finance verte, les obligations vertes, aider à financer les projets verts. Il y a une multitude. La taxe carbone en est une, mais il y a aussi, nous on a lobbyé en tant que collectivité pour une contribution climat, pour que les collectivités qui ont la charge de mettre en œuvre des schémas régionaux de climat, air, énergie, des plans climat, aient une partie de ces financements, pour qu'il y ait aussi une incitation pour toutes les collectivités, y compris celles qui n'ont pas encore conformé à la loi, il y a une incitation financière pour mettre en œuvre ces plans climat. Un plan climat, le penser, c'est 1 euro par habitant, le mettre réellement en œuvre, c'est 100 euros par habitant. Et donc, on a besoin de financement. Juste, on n'a plus beaucoup de temps. Une réaction, est-ce que vous êtes confiant pour cette COP22, Tristan Lecomte? Je pense que ce n'est pas une question de confiance ou pas de confiance. L'enjeu, c'est d'arriver à mobiliser beaucoup plus d'acteurs, pas uniquement les acteurs publics, ils font ce qu'ils peuvent, mais chacun de nous, en fait, entreprises, particuliers, et comprendre que c'est une chance et une opportunité aussi, cette crise climatique, de reconsidérer notre manière de produire et de consommer. C'est un formidable vecteur d'emploi pour créer son entreprise. L'entrepreneuriat social ne s'est jamais aussi bien porté en France. Il y a plein de métiers à créer pour aider les entreprises à réduire leur empreinte climatique et à même essayer de générer des impacts positifs sur le climat, mais aussi sur l'eau, sur les sols, sur la biodiversité, en changeant la manière de produire au sein des filières agricoles. C'est ce qu'on propose avec l'Insetting, par exemple, le fait de produire plus avec moins et pour le bénéfice de tous. En fait, cette crise, si on se... Et ça permettrait de nourrir la planète, ça permettrait de changer on peut produire, le modèle. Bien sûr, avec l'agroécologie, avec la permaculture, on arrive à produire plus avec moins. On n'a pas besoin d'utiliser autant de produits phytosanitaires. Je vais être obligée de vous couper, c'est la fin de... Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. L'information continue sur France 24.